Quand la Ferrari 812 Superfast rouge flamboyante, d'une valeur de 400 000 €, fut amenée dans l'atelier agréé le plus prestigieux de Lyon avec le moteur complètement silencieux après s'être éteinte soudainement sur le périphérique de la ville, et quand les 15 ingénieurs les plus qualifiés de la concession, et tous diplômés en ingénierie mécanique des meilleures écoles françaises et avec des années d'expérience sur les moteurs les plus sophistiqués du monde, se rassemblèrent autour du capot ouvert de ce V12 de 800 chevaux avec les bras croisés et les visages sombres, branchèrent tous les outils de diagnostic disponibles, analysèrent chaque donnée de l'ordinateur de bord, vérifièrent chaque capteur et chaque module électronique, et après 3 jours de tentatives frustrantes, déclarèrent à l'unanimité que ce moteur était mort, qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait remplacer tout le groupe motopropulseur pour un coût de plus de 180 000 €. Le propriétaire de la Ferrari, un entrepreneur parisien nommé Antoine Dufresne, qui avait bâti un empire dans le secteur de la mode de luxe avec un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros par an, était sur le point d'accepter ce verdict dévastateur quand un mécanicien de 45 ans, avec sa combinaison bleue tachée d'huile et les mains calleuses de celui qui travaille vraiment, un homme que tout le monde dans l'atelier appelait simplement Joseph et qui avait été embauché 6 mois plus tôt pour faire les travaux les plus simples comme les vidanges et le montage des pneus, demanda timidement la permission de jeter un œil à ce moteur, et pendant que les 15 ingénieurs riaient et secouaient la tête avec suffisance, Joseph ouvrit le capot, écouta en silence pendant un moment, posa les mains sur un composant que personne parmi les ingénieurs n'avait considéré, fit un petit ajustement qui dura moins de 2 minutes, puis tourna la clé faisant redémarrer ce V12 avec un rugissement parfait qui fit taire tout l'atelier. Si vous êtes prêts pour cette histoire, écrivez d'où vous regardez cette vidéo. L'atelier Ferrari Lyon Excellence était considéré comme la cathédrale de la mécanique automobile française. Situé dans le quartier de la Part-Dieu, il occupait un bâtiment de 3000 mètres carrés avec des sols si propres qu'on aurait pu manger par terre, des équipements qui coûtaient plus cher que beaucoup de maisons et une équipe d'ingénieurs qui représentait l'élite absolue du secteur. Les murs étaient couverts de photographies historiques, des Ferrari qui avaient gagné au Mans, à Monaco, à Spa-Francorchamps. L'air avait une odeur particulière, un mélange d'huile moteur premium et de cuir italien. Le directeur technique, l'ingénieur Philippe Renard, avait 55 ans et une carrière qui l'avait amené à travailler directement avec les équipes de Formule 1. Ses 14 collègues ingénieurs avaient tous des parcours similaires. Diplôme de Polytechnique ou de Centrale Lyon, master en ingénierie automobile, années d'expérience chez Renault Sport, Bugatti et Ferrari France. Quand une Ferrari avait un problème, on l'amenait là. Et quand on l'amenait là, le problème était toujours résolu. Toujours. C'était une question de fierté professionnelle, de réputation, d'honneur français, au moins jusqu'à ce mardi d'octobre, quand la 812 Superfast d'Antoine Dufresne fut déchargée du camion de dépannage. Le soleil d'automne illuminait la carrosserie rouge, tandis que la voiture glissait sur la rampe, silencieuse comme un monument funéraire. L'histoire était simple. Dufresne roulait sur le périphérique de Lyon, en route vers une réunion importante à Genève, quand soudainement le moteur avait perdu de la puissance. D'abord une baisse progressive, puis un arrêt complet. Aucun bruit étrange, aucune fumée, aucun signal d'alarme. Simplement, la Ferrari s'était éteinte comme si quelqu'un avait débranché la prise. Les 15 ingénieurs se rassemblèrent autour de la voiture avec l'enthousiasme de chirurgiens devant un cas intéressant. Ils branchèrent leurs ordinateurs de diagnostic, analysèrent les codes d'erreur, vérifièrent chaque paramètre du moteur V12 atmosphérique de 5 litres. Mais les ordinateurs ne trouvèrent rien, aucune erreur, aucun dysfonctionnement enregistré. C'était comme si le moteur avait simplement décidé de cesser de fonctionner sans raison apparente. L'ingénieur Renard fronça les sourcils. En 30 ans de carrière, il avait tout vu. Mais un moteur qui s'arrêtait sans laisser de traces diagnostiques était quelque chose de nouveau. Joseph Marchand observait la scène de loin,
pendant qu'il faisait la vidange d'une California T dans un coin de l'atelier. Il avait appris à rester à sa place pendant les 6 mois qu'il travaillait là. Les ingénieurs ne voulaient pas être dérangés par les mécaniciens ordinaires. Il y avait une hiérarchie précise, et lui était tout en bas. Mais en observant ces 15 hommes en blouse blanche qui secouaient la tête devant le capot ouvert, quelque chose dans son esprit s'alluma. Quelque chose qu'il avait vu il y a de nombreuses années, dans une autre vie, dans un autre atelier. Joseph Marchand n'avait pas toujours été un simple vidangeur. Il y avait eu un temps, 30 ans plus tôt, où il était considéré comme l'un des mécaniciens les plus talentueux du sud de la France. Il avait commencé à travailler à 14 ans dans l'atelier de son père à Montpellier, un petit garage qui réparait de tout, des Renault 4L aux tracteurs agricoles. Son père, Henri Marchand, était un homme de peu de mots, mais d'une grande sagesse mécanique. Il lui avait appris que chaque moteur avait une âme, un caractère, une voix propre. Il lui avait appris à écouter avant de diagnostiquer, à ressentir avant de démonter, à respecter la machine avant de la réparer. À 20 ans, Joseph était déjà célèbre dans la région pour sa capacité à résoudre des problèmes que d'autres considéraient impossibles. Il n'utilisait pas d'ordinateur ou d'outils sophistiqués. Il utilisait ses mains, ses oreilles, son intuition. Il comprenait les moteurs d'une façon qui allait au-delà de la science, qui touchait presque à l'art. Puis la tragédie était arrivée. Un accident de voiture avait emporté sa femme et sa fille quand il avait 32 ans. La douleur avait été si dévastatrice que Joseph avait tout abandonné. Il avait vendu l'atelier de son père, avait erré à travers la France en faisant des petits boulots, avait essayé d'oublier qui il avait été. Pendant 13 ans, il l'avait vécu en marge, travaillant comme ouvrier dans des usines, comme magasinier, comme homme à tout faire. Il avait trop bu, trop peu dormi, et lentement avait essayé de reconstruire quelque chose qui ressemblait à une vie. 6 mois plus tôt, il avait vu l'annonce de l'atelier Ferrari. Il cherchait quelqu'un pour les travaux simples, vidange, rotation des pneus, nettoyage. Ce n'était pas un travail glorieux, mais c'était un travail. Et ça lui permettait d'être près des moteurs, la seule chose qu'il avait toujours aimée, en dehors de sa famille perdue. Personne dans l'atelier ne connaissait son passé. Pour tous, il n'était que Joseph, le gars tranquille qui faisait son travail sans se plaindre et sans poser de questions. Les ingénieurs le remarquaient à peine. C'était exactement ce qu'il voulait être, invisible. Mais en regardant ces 15 experts qui n'arrivaient pas à comprendre ce qui n'allait pas dans cette Ferrari, il sentit quelque chose se réveiller en lui. Un instinct endormi depuis des années. Une voix qui murmurait ce que pouvait être le problème. Il essaya de l'ignorer, ce n'était pas ses affaires. Il n'avait pas les qualifications, il n'avait pas le droit de s'immiscer. Mais la voix ne se taisait pas. 3 jours plus tard, l'ingénieur Renard convoqua Antoine Dufresne pour lui communiquer le diagnostic. La réunion se tint dans la salle de conférence de l'atelier, une pièce élégante avec une grande table en acajou et des chaises en cuir rouge. Sur les murs, d'autres photographies de victoires Ferrari à travers le monde. Les 15 ingénieurs étaient présents, assis en rang comme un tribunal, pour souligner la gravité de la situation. Antoine Dufresne était un homme habitué à résoudre des problèmes. Il avait bâti son empire de la mode en partant de zéro, un petit atelier à Paris où il coupait lui-même les tissus et cousait les premiers échantillons. Il avait grandi dans les quartiers populaires de Marseille, où il avait appris que la vie ne donnait rien, que chaque succès devait être conquis par l'effort et la détermination. Maintenant, il possédait des boutiques dans 20 pays, habillait des célébrités et des politiques, et son nom était synonyme d'élégance française dans le monde. Mais à ce moment-là, assis devant 15 experts qui lui disaient que sa Ferrari était irréparable, il se sentit impuissant comme ce gamin de Marseille qui ne pouvait même pas s'offrir une paire de chaussures neuves. L'ingénieur Renard parla avec le ton grave d'un médecin qui annonce un diagnostic terminal. Il expliqua qu'ils avaient examiné chaque composant du moteur, chaque capteur, chaque module électronique. Ils avaient démonté des pièces qu'on ne touchait normalement pas.
Ils avaient consulté les techniciens de la maison mère à Maranello. Ils avaient même parlé à des ingénieurs à la retraite qui avaient travaillé sur les moteurs V12 pendant des décennies et qui connaissaient tous les secrets de ces propulseurs. La conclusion était unanime. Il y avait un dommage interne au moteur qui ne pouvait pas être réparé. La seule solution était de remplacer tout le groupe motopropulseur. Le coût serait de 180 000 €, plus la main-d'œuvre spécialisée, plus le temps d'attente pour que le nouveau moteur arrive de l'usine. Au moins 4 mois, peut-être 5. Antoine Dufresne ferma les yeux un moment. Cette Ferrari était plus qu'une voiture pour lui. Il l'avait achetée 3 ans plus tôt pour célébrer le 20e anniversaire de son entreprise. Chaque fois qu'il la conduisait, il se souvenait du garçon pauvre de Marseille qui avait rêvé de posséder une Ferrari et qui avait réussi. Il n'était pas prêt à la laisser partir ainsi, mais que pouvait-il faire ? 15 ingénieurs, les meilleurs du secteur, avaient déclaré la voiture morte. Qui était-il pour les contredire ? Ce fut à ce moment que la porte de la salle de conférence s'ouvrit légèrement. Joseph Marchand, qui passait avec un chariot d'outils, s'arrêta un instant. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine Dufresne pendant une fraction de seconde. Puis il baissa le regard et continua son chemin. Mais quelque chose dans ce regard frappa Dufresne. Il y avait quelque chose dans les yeux de ce mécanicien vêtu de bleu, quelque chose qui ressemblait à une connaissance, à une certitude. Comme s'il savait quelque chose que les autres ne savaient pas. Comme s'il avait vu la réponse que tous cherchaient. Dufresne se leva brusquement de sa chaise et s'excusa auprès des ingénieurs. Il dit qu'il avait besoin d'un moment pour réfléchir. Il sortit de la salle de conférence et suivit le mécanicien dans le couloir, ses pas rapides sur le sol brillant. Quand il le rattrapa, Joseph se retourna surpris. Personne ne le cherchait jamais. Personne ne lui parlait jamais, sauf pour lui dire quoi nettoyer ou quoi déplacer. Il était invisible dans cet atelier, un fantôme qui errait parmi les plus belles voitures du monde, sans que personne ne le remarque. Mais l'entrepreneur parisien lui posa une question simple. Il lui demanda s'il avait une idée de ce qui n'allait pas dans cette Ferrari. Joseph hésita. Il regarda vers la salle de conférence, où les 15 ingénieurs discutaient encore. Il entendait leurs murmures à travers la porte fermée. Puis il regarda cet homme élégant qui le fixait avec des yeux presque désespérés, et il décida de parler. Joseph demanda une seule chose, la permission d'examiner la voiture. Antoine Dufresne la lui accorda sans hésitation, malgré les protestations de l'ingénieur Renard, qui considérait cette demande comme une insulte à la compétence de son équipe. Tu aimes cette histoire, Makwa ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Le directeur technique éleva la voix, dit que c'était ridicule, qu'ils perdèrent du temps, que ce vidangeur ne savait même pas ce qu'était un V12. Mais Dufresne avait bâti son succès en faisant confiance à son instinct. Et son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose chez ce mécanicien silencieux qui valait la peine d'être exploré. Il avait vu trop d'experts, avec des diplômes prestigieux, échouer là où des gens simples, avec une vraie compétence, réussissaient. Dans le monde de la mode, c'était pareil. Parfois, un tailleur de province comprenait les tissus mieux qu'un designer de renommée mondiale. Tout l'atelier s'arrêta pour regarder Joseph s'approcher de la Ferrari. C'était un moment surréaliste. Les néons illuminaient la scène comme une scène de théâtre. Le rouge de la carrosserie brillait comme un rubis. Les 15 ingénieurs formèrent un demi-cercle autour de la voiture, les bras croisés, les expressions sceptiques. Certains ricanaient à voix basse, d'autres secouaient la tête. Qui se croyait-il, ce vidangeur ? Joseph ne les regarda même pas. Il s'approcha du capot ouvert et resta immobile pendant un long moment, simplement à observer. Le moteur V12 était là devant lui, un chef-d'œuvre d'ingénierie italienne, 800 chevaux de pure puissance qui gisait silencieux comme un géant endormi. Puis il ferma les yeux et posa les mains sur le moteur, comme un médecin qui ausculte un patient. Les ingénieurs échangèrent des regards incrédules. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'était un diagnostic ou une séance de spiritisme ? L'ingénieur Renard soupira bruyamment,
regardant sa montre pour souligner combien de temps il perdait. Mais Joseph ne prêtait pas attention à leur réaction. Il écoutait. Il se souvenait des leçons de son père, des nuits passées dans l'atelier de Montpellier quand il était gamin, des mains d'Henri Marchand qui le guidaient à travers les secrets des moteurs. Il essayait de sentir ce que le moteur voulait lui dire. Et puis il le vit. Un petit composant caché dans un coin du compartiment moteur, un relais que la plupart des gens n'auraient même pas remarqué. C'était un composant secondaire, presque insignifiant dans le grand schéma des choses, caché derrière des tuyaux et des câbles, qui le rendaient presque invisible. Mais Joseph savait ce que faisait ce relais. Il contrôlait un circuit de sécurité qui, s'il était défaillant, pouvait faire croire à l'ordinateur de bord que le moteur était irrémédiablement endommagé, alors qu'en réalité, il était parfaitement sain. C'était quelque chose que son père lui avait appris 25 ans plus tôt. Quand tout semble mort, vérifie d'abord les circuits de sécurité. Souvent, le problème n'est pas le moteur, c'est le gardien qui protège le moteur. Sans dire un mot, il sortit de sa poche un petit tournevis qu'il portait toujours sur lui. C'était le même tournevis qu'avait utilisé son père, le seul objet qu'il avait gardé quand il avait vendu l'atelier. Il desserra 2 vis, retira le relais, l'examina attentivement sous la lumière. Il était oxydé, corrodé par l'humidité qui s'était infiltrée dans le compartiment moteur. Il le nettoya avec un chiffon qu'il avait toujours avec lui, vérifia les contacts, le remonta avec le même soin qu'un bijoutier remonte un diamant. Il serra les vis et fit un pas en arrière. Toute l'opération avait duré moins de 2 minutes. Puis il s'approcha de l'habitacle de la Ferrari, s'assit à la place du conducteur en sentant le parfum du cuir italien et tourna la clé. Le moteur V12 démarra immédiatement avec un rugissement parfait, puissant, vivant. Le son remplit l'atelier comme une symphonie, comme un cri de victoire, comme un rire qui se moquait de tous ceux qui avaient déclaré cette voiture morte. C'était le plus beau son que Joseph avait entendu depuis 13 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les 15 ingénieurs restèrent immobiles, les bouches ouvertes, les bras qui se détendaient lentement de leur position croisée. L'ingénieur Renard était devenu pâle comme un fantôme. Ses collègues n'osaient pas le regarder. Antoine Dufresne s'approcha lentement de la Ferrari, touchant le capot comme pour s'assurer que c'était réel. Puis il se tourna vers Joseph, qui était descendu de la voiture, et ramassait déjà son chariot d'outils pour retourner au travail comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas fait quelque chose d'extraordinaire. L'entrepreneur parisien lui posa une seule question. Il lui demanda comment il avait fait. Joseph haussa les épaules avec modestie. Il répondit que c'était juste un petit relais, que son père lui avait appris à toujours vérifier les choses simples avant de chercher les problèmes compliqués, que parfois la solution la plus évidente était justement la bonne. Que les ingénieurs étaient tellement concentrés à chercher des problèmes complexes qu'ils avaient oublié de regarder les choses simples. Ce qui se passa ensuite changea la vie de Joseph Marchand pour toujours. Antoine Dufresne, qui n'était pas devenu l'un des entrepreneurs les plus prospères de France par hasard, reconnut immédiatement le talent extraordinaire qu'il avait devant lui. Il voyait en Joseph quelque chose qui allait au-delà de la simple compétence technique. Il voyait de la passion, de l'humilité et cette qualité rare qui distingue les vrais maîtres des simples professionnels. En l'espace d'1 heure, il avait fait des recherches sur le passé de Joseph. Il avait découvert l'histoire de l'atelier à Montpellier, la réputation que Joseph avait eue avant la tragédie, les années d'errance qui avaient suivi. Et plus il découvrait, plus il était convaincu que cet homme était exactement ce dont il avait besoin. Antoine Dufresne possédait, en plus de son empire de la mode, une petite collection de voitures d'époque, 10 véhicules historiques, dont une Ferrari 250 GTO de 1962, une Alpine A110, une Citroën DS présidentielle et une Bugatti Type 57. Depuis des années, il cherchait quelqu'un qui pourrait s'occuper de ces voitures avec le soin et la compétence qu'elles méritaient. La proposition qu'il fit à Joseph le laissa sans voix. Un contrat comme conservateur personnel de la collection,
avec un salaire 5 fois supérieur à ce qu'il gagnait à l'atelier. Une maison dans une propriété de la famille Dufresne, près du lac d'Annecy, un petit chalet indépendant avec vue sur l'eau et les montagnes. L'accès à toutes les ressources dont il aurait besoin pour maintenir ses voitures en parfait état. Pièces de rechange originales, outils spécialisés, consultations avec des experts du monde entier. Joseph refusa 3 fois. Il dit qu'il n'était pas qualifié. Il dit qu'il n'avait pas les compétences pour s'occuper de voitures si précieuses. Il dit qu'il n'était qu'un mécanicien, rien de plus. En réalité, il avait peur. Peur de redevenir celui qu'il avait été. Peur que retrouver la passion pour les moteurs puisse aussi ramener la douleur qu'il avait essayé d'oublier. Mais Dufresne était un homme persuasif. Et il avait vu quelque chose dans les yeux de Joseph quand il avait posé les mains sur cette Ferrari. Il avait vu de la passion. Il avait vu de la compétence. Il avait vu un homme qui aimait les moteurs d'une façon qui allait au-delà du simple travail. Il avait vu un artiste qui avait oublié qu'il en était un. Finalement, Joseph accepta. Pas pour l'argent, même si c'était plus qu'il n'avait jamais gagné de sa vie. Pas pour la maison, même si c'était plus beau que n'importe quel endroit où il avait vécu. Il accepta parce que, pour la première fois en 13 ans, quelqu'un avait vu qui il était vraiment. Quelqu'un lui avait donné la possibilité d'être à nouveau le mécanicien qu'il avait été, l'artiste que son père avait élevé. Le jour où il quitta l'atelier de Lyon, aucun des ingénieurs ne le salua. Seul le responsable du magasin, un homme âgé qui avait toujours traité Joseph avec respect, lui serra la main et lui souhaita bonne chance. C'était assez. C'était plus que ce qu'il avait eu pendant 13 ans. La nouvelle se répandit rapidement dans le monde des voitures d'époque française. Le mécanicien qui avait ressuscité une Ferrari que 15 ingénieurs avaient déclarée morte. L'homme aux mains d'or qui comprenait les moteurs comme personne d'autre. En l'espace de 2 ans, il avait bâti une réputation qui s'étendait au-delà des frontières françaises. Des collectionneurs d'Allemagne, de Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Japon l'appelaient pour leurs voitures les plus précieuses. Il était devenu ce que les gens appelaient un chuchoteur de moteurs. Un homme qui comprenait les machines d'une façon qui défiait l'explication rationnelle. 5 ans après ce jour à l'atelier de Lyon, Joseph Marchand se trouvait dans un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé. Il était sur la scène d'un grand événement automobile au château de Chantilly, au nord de Paris, où chaque année se réunissaient les collectionneurs les plus importants du monde pour célébrer les voitures d'époque les plus belles et les plus rares. Il avait été invité à faire un discours. Lui, l'homme qui 5 ans plus tôt faisait les vidanges et montait les pneus, qui était invisible aux yeux de tous, qui avait presque oublié qui il était. L'ironie ne lui échappait pas. Mais en regardant la foule de centaines de personnes qui l'attendaient, parmi lesquelles certains des noms les plus importants du monde automobile, il ne ressentit pas de nervosité. Il ressentit de la gratitude. Son discours fut bref, comme il l'aimait. Il parla de son père, Henri Marchand, qui lui avait tout appris. Il parla du petit atelier de Montpellier où il avait appris que chaque moteur avait une âme. Il parla de la tragédie qui lui avait tout enlevé et des années sombres qui avaient suivi. Et il parla de cette Ferrari rouge, la 812 Superfast, que 15 ingénieurs avaient déclarée morte. Il parla de comment parfois les solutions les plus simples étaient les bonnes. De comment parfois il suffisait de s'arrêter et d'écouter, au lieu de courir chercher des réponses compliquées. Mais surtout, il parla de l'importance de ne jamais juger les gens sur les apparences. De comment lui, un homme en combinaison bleue, avec les mains tachées d'huile, avait été sous-estimé par tous ceux qui l'entouraient. De comment seul un homme, Antoine Dufresne, avait eu la sagesse de regarder au-delà des apparences et de voir la valeur cachée. À la fin du discours, il reçut des applaudissements qui durèrent plusieurs minutes. Mais ce qui l'émut le plus, ce ne furent pas les applaudissements. Ce fut de voir, au premier rang, Antoine Dufresne qui hochait la tête avec les yeux brillants. L'homme qui lui avait donné une seconde chance. L'homme qui avait cru en lui, quand personne d'autre ne le faisait.
Après l'événement, Joseph retourna dans son atelier personnel, un petit laboratoire qu'il avait construit dans la propriété de Dufresne, près du lac d'Annecy. Sur les murs, il y avait des photographies de son père, de sa femme, de sa fille, et à côté de ces photographies, une nouvelle image, lui-même devant la Ferrari 812 Superfast, le jour où tout avait changé. Chaque matin, quand il entrait dans cet atelier, il s'arrêtait devant ces photographies, et chaque matin, il remerciait son père pour les leçons qu'il lui avait données, des leçons qui ne concernaient pas seulement les moteurs, des leçons qui concernaient l'humilité, la persévérance et la foi que les belles choses peuvent arriver même quand tout semble perdu. Parce que le véritable héritage d'Henri Marchand n'était pas les compétences techniques qu'il avait transmises à son fils. C'était la sagesse de savoir que la valeur d'un homme ne se mesure pas au diplôme qu'il a, à la position qu'il occupe ou aux apparences qu'il montre au monde. Elle se mesure à ce qu'il sait faire quand personne ne regarde. Elle se mesure à la passion qu'il met dans chaque chose. Elle se mesure à la capacité de voir des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Et c'était un héritage que Joseph Marchand porterait avec lui pour le reste de sa vie, le transmettant à son tour à tous ceux qui auraient la chance d'apprendre de lui. Si cette histoire vous a rappelé que le vrai talent n'a pas besoin de diplôme pour être reconnu et que les secondes chances existent pour ceux qui ont le courage de les accepter, laissez un petit signe de votre passage ici-bas. Et si vous voulez vraiment soutenir des histoires qui célèbrent l'humilité et la vraie compétence, pensez à laisser un merci du cœur à travers la fonction Super Merci, parce que chaque geste de soutien permet de continuer à raconter des histoires qui inspirent, parce que vous êtes arrivé jusqu'à la fin d'une histoire qui parle de seconde chance et de talent caché, et cela fait de vous quelqu'un de spécial.